Bonsoir Malek Bouti, vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste. Merci Hervé El Galrando, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur. Bonsoir. Vous venez de publier La gauche et la préférence immigrée chez Plon, c'est un titre assez provocateur. Moi je pensais qu'après la claque de 2002 et devant la progression de Marine Le Pen, l'analyse de la structure de son vote, la gauche avait un peu avancé, elle était moins naïve et que notamment sur la question de l'immigration ou de la sécurité, elle avait une réflexion peut-être plus poussée. Vous revenez avec ce livre et vous dites non, le PS c'est la gauche d'en haut qui réclame la régularisation des sans-papiers, qui fait preuve de générosité sur le dos de la France d'en bas. Oui, moi, mon sentiment, c'est que dans les catégories populaires, la gauche, et notamment, effectivement, le PS, en vient à préférer les immigrés. On est venu, historiquement, 30 ans après mai 68, à préférer les immigrés aux ouvriers. Mai 68, ça a été une rupture formidable dans l'histoire de la gauche. Vous savez que la gauche française se distinguait par son ouvriérisme. En mai 68, les étudiants en colère, les enragés... Les bobos d'aujourd'hui. Les bobos d'aujourd'hui, ceux qui sont devenus les bobos, sont allés vers les prolos à Billancourt et ailleurs, et ils se sont fait éconduire. Et depuis, il y a un retournement complet du regard sur ces catégories populaires. Les ouvriers devaient être le sésame de la Révolution, le sésame de la société nouvelle. Ils ont été le rempart de l'ordre établi. Et parallèlement, naturellement, la gauche reste généreuse, a envie, effectivement, de soutenir les catégories les plus défavorisées. Et elle s'est trouvée une catégorie de substitution qui est l'immigré, qu'à mon avis, d'ailleurs, elle défend relativement mal. Je reprends là des idées de Malek Bouti, mais pour lequel elle manifeste une vraie empathie. Voilà, alors c'est la dénonciation. La gauche a laissé tomber les ouvriers pour les immigrés, pour les sans-papiers, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Oui, j'ai lu le livre de M. El Galando. Il pose un débat qui va être très important pour la gauche, parce qu'on le verra si on a la chance, et si les Français nous font confiance en 2012, quand on sera dans l'exercice du pouvoir, c'est qu'à jouer des symboles, on finit par perdre le sens de la réelle politique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé le discours des droits de l'homme. J'écoutais avant le porte-parole du Parti socialiste qui était sur votre plateau et qui parlait, pour définir le gouvernement Sarkozy, il parlait de sa politique sécuritaire et autoritaire, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets. En particulier l'échec patent en économie et sur le terrain social. Ce qui marque le Sarkozy, c'est pas tant le sécuritaire, sur le fond il n'y a qu'à voir la situation des voyous en France, que le bouclier fiscal. Donc petit à petit, toute la terminologie s'est faite autour du discours construit par les associations, mais eux, c'était leur rôle, pour abandonner. Mais il y a une chose que je voudrais faire remarquer, c'est que cette séparation elle est d'autant plus... elle pose des problèmes politiques que les immigrés sont des ouvriers pour leur grande majorité. Naturellement, il y a un sous-ensemble très important. C'est la gauche qui construit un discours en disant les gens des quartiers, les gens des usines, grosso modo, alors que ce sont souvent les mêmes. Et la deuxième chose, c'est, en lisant dans votre ouvrage, il y a une partie qui manque aussi, qu'il faut bien comprendre, c'est peut-être aussi qu'à gauche, il y a aussi un rapport très compliqué avec cette génération d'immigrés, y compris dans le monde du travail, qui veut bien de la gauche, mais qui veut se réaliser, qui veut réussir socialement. Et il y a un double jeu, il y a un jeu de manipulation face à l'opinion et il y a une difficulté à donner raison aux immigrés, à leur faire quelque chose parce qu'eux veulent réussir. Et ça, c'est un problème aussi. Non, mais tout à fait. Moi, je trouve que... je parle de préférence immigrée parce que la gauche semble beaucoup réfléchir, je dirais, reprend certains mots d'ordre, on l'a vu aujourd'hui avec Martine Aubry, comme le vote aux élections municipales. Le vote des immigrés aux élections locales. Des étrangers, pardon, parce que les immigrés, ils votent, ils sont en général français, ils votent depuis longtemps, mais le vote des étrangers. Bon, ce n'est pas une mesure qui, personnellement, me choque considérablement, mais je suis étonné qu'on la mette en avant aussitôt qu'on prend le Sénat en disant, voilà la mesure qu'on va pouvoir prendre. Je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence de l'urgence. Moi, je pense que c'est une faute politique. Je pense que c'est une grave faute politique que Martine Aubry a fait dimanche soir en déclarant ça. Pourquoi? Parce que bien sûr que c'est dans le programme du Parti socialiste avec 1001 autres mesures. Mais l'importance de la prise du Sénat en termes institutionnels, c'est pas sur ce terrain-là qu'elle se joue. C'est d'abord la fluidité, c'est d'abord la résistance au gouvernement dans les 6 derniers mois s'il avait des projets. Oui, mais il y a des mesures emblématiques, elles sont des marqueurs de la gauche. Ça fait partie des marqueurs de la gauche. Donc c'est en ça que le débat est intéressant. C'est donc le choix que le marqueur n'est pas tant en réalité sur le terrain économique et social que sur le terrain de valeur ou de posture de valeur. Et c'est donc bien là où il y a un problème, parce que le vrai débat politique... Vous n'êtes pas contre tous les deux le droit de vote non, mais ce n'est pas étrangers. Mais c'est clair que ce n'est pas une priorité, que si la gauche arrive, ce n'est pas sa première mesure. De quoi souffrent aujourd'hui les jeunes issus de l'immigration dans leur ensemble? D'un surchômage, un surchômage qui est terrible. Et s'ils votaient, ils pourraient peut-être justement trouver du travail. Je crois que d'abord les immigrés, ceux qui sont français, votent déjà plus ou moins massivement, mais enfin ils sont nombreux, ils peuvent voter massivement. Et d'autre part, le fait de voter n'a jamais donné
du travail. Là, vous êtes d'un idéalisme que je trouve sympathique, mais hélas, assez loin des réalités. Mais ce qui me frappe justement dans cette empathie de la gauche vis-à-vis des immigrés, qui est héritée à la fois de mai 68, dont je parlais tout à l'heure, et de la mauvaise conscience historique de la gauche vis-à-vis de la colonisation, et donc la mauvaise conscience est mauvaise conseillère. Donc plutôt que des mesures emblématiques qui, en fait, ne sont pas vraiment demandées d'ailleurs par les immigrés eux-mêmes, il faudrait que la gauche se concentre sur la manière de résorber le surchômage qui frappe les enfants de l'immigration. Et je vais donner un autre exemple sur le terrain politique. Bon, en gros, vous êtes d'accord. Vouloir le droit de vote aux immigrés, alors que, a priori, selon les perspectives qu'on a, il n'y aura pas encore de jeunes issus ou de nouveaux Français issus de cette génération d'immigration à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, on n'en veut pas à l'Assemblée nationale, mais peut-être que, comme première réforme prioritaire, une fois qu'on a le Sénat, c'est de donner un petit droit de vote aux élections locales. Alors, en fait, vous dites qu'il faut mieux les intégrer dans les appareils des partis, les proposer comme candidats et les intégrer plus au système politique déjà aujourd'hui. La réalité, elle est la suivante. On ne fait pas le bonheur des immigrés contre le bonheur des Français. C'est une logique qui ne peut pas exister. Et ni l'inverse. La logique inverse, qui est celle du Front National, qui est de dire que les Français seraient heureux contre les immigrés. La réalité, c'est qu'il faut reconstruire un discours commun qui resolidifie la nation et la République. Et en particulier, dans la représentation politique, c'est plus envoyer des cadres à l'Assemblée nationale que le droit de vote aux immigrés aux élections locales. S'il devait y avoir une priorité, c'est bien ça. Mais ça, voyez-vous, c'est beaucoup plus difficile parce qu'une mesure symbolique, c'est bien, alors que là, il s'agirait de bousculer des habitudes politiques. C'est-à-dire, c'est faire la place et enlever d'autres personnes. Oui, surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est que cette préférence immigrée qui est donc souvent qui s'applique pas au bon endroit, est aussi l'envers de la véritable prolophobie qui a saisi les partis de gauche. C'est-à-dire la haine des prolétaires. Le dédain, parlons pas de haine, mais le rejet, le dédain des prolétaires. C'est très frappant aujourd'hui. Quel est l'homme politique français qui a employé le mot ouvrier? Et là, c'est Nicolas Sarkozy. On va l'écouter. Alors, c'est une introduction, c'est une transition habile, mais effectivement, je voulais vous faire écouter cette phrase de Nicolas Sarkozy. Il était dans le Val d'Oise, dans une usine. Écoutez. Mon devoir de chef de l'État, c'est d'abord de penser aux ouvriers, aux salariés et aux cadres qui sont lancés dans la compétition internationale et qui ont besoin du soutien de l'État. Plus que de penser à ceux qui ont un travail difficile, mais qui ont un statut qui les protège. Vous êtes exposés. C'est pour ça que je dois d'abord être avec vous. Bon, voilà, il tacle les enseignants qui manifestent dans la rue et il protège ceux qui sont, et notamment les ouvriers, exposés à la compétition mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, un dirigeant socialiste qui effectivement venait d'une fédération ouvrière, Pierre Mauroy, a dit « ouvrier, c'est pas un gros mot ». Mais c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'ouvrier, c'est un gros mot, notamment pour les dirigeants socialistes qui l'emploient assez peu. Il parle effectivement, Nicolas Sarkozy, bon c'est un petit peu facile, du fait que les ouvriers sont plus exposés, les ouvriers pas seulement d'ailleurs, les employés et les cadres, à la concurrence internationale que les fonctionnaires. Mais c'est tout à fait justifié. Moi j'étais très choqué il y a quelques mois par le fait que François Hollande, qui est en tête à la primaire, ait pu dire que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans la fonction publique constituait le plus grand plan social de l'Hexagone. Comment on peut dire ça? Parce que c'est un plan social, en l'occurrence, qu'on peut naturellement critiquer, mais où il y a zéro licenciement. Comment les gens qui sont licenciés dans des usines, qui quelquefois sont licenciés par centaines, je pense au Moulinex, à Continental, dans des bassins d'emploi très réduits, peuvent entendre un dirigeant socialiste qui dit le plus grand plan social, c'est dans la fonction publique. Attention, il faut quand même relativiser. D'abord, premièrement, les propos du président de la République, que les choses soient claires. Si on doit les noter, c'est qu'elle démontre que le président de la République est rentré en campagne. Nicolas Sarkozy... Non mais ça d'accord, voilà, c'est surtout ça. Dire, quand j'entends la phrase, sémantiquement, c'est intéressant à voir. La responsabilité d'un président de la République, c'est de dire qu'il y a telle catégorie qui est plus exposée que telle autre catégorie. Je ne crois pas. Là encore, attention au piège inverse. C'est-à-dire opposer les fonctionnaires aux salariés du privé. Mais au bout du compte, il y a quand même une vision générale du pays. Parce que quand une école ferme, quand un établissement, par exemple, public, quand l'hôpital fonctionne mal, et même si vous avez du travail, vous ne pouvez pas avoir la santé. Donc on voit qu'il faut tenir sur ces deux jambes. Et l'opposition de catégorie... Ce que je reproche au PS, c'est de très bien défendre les fonctionnaires et assez peu les salariés du secteur privé. C'est plutôt le PS qui... C'est vrai que la culture au Parti socialiste a un handicap. Il y a une chose qui ne trompe pas. Combien de responsables socialistes ont eu un parcours dans le secteur privé, ont eu un patron et une fiche de paye? Et ça, évidemment, que ça pèse. Et que ça fait partie aujourd'hui... On ne devrait pas dire le PS, on devrait dire le PFS, le Parti des fonctionnaires socialistes. Non, parce que ça, c'est une provocation. Mais je pense pas loin d'être la vérité au niveau de la direction. Il n'y a pas de sortie
possible et de si on oppose des catégories soit sociales, soit entre guillemets identitaires. Et que c'est vrai que c'est ce qui a amené la France aujourd'hui à ce bug permanent. On a l'impression toujours de parler du même sujet, de l'immigration, de l'intégration. Et ce qui me frappe énormément, c'est comment dans la vie quotidienne, en réalité, finalement les Français se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire, finalement, l'intégration se fait quand même malgré tout. La machine républicaine avance. Quand Marine Le Pen est allée au Halles, ce qui a frappé tout le monde, c'est qu'il y a eu quelques employés des Halles d'origine immigrée qui sont venus la soutenir. Mais c'est pas, ils ont le droit d'avoir des opinions comme les autres. Bien sûr, ils ont le droit d'être de droite comme de gauche. Exactement, et puis ils ont le droit, les immigrés, de trouver que dans leur quartier, par exemple, l'insécurité règne, et ils ont le droit de ne pas être contents. Je veux dire, et de ne pas vouloir qu'il y ait de nouveaux immigrés qui arrivent pour prendre leur travail. Mais ça, c'est un point très important que je souligne beaucoup dans le livre et qu'on ne perçoit pas assez à gauche. C'est qu'est-ce qui a intérêt à ce qu'il y ait moins d'arrivées de nouveaux immigrés en France. Ce sont pour beaucoup les chômeurs. Or, parmi les chômeurs, il y a beaucoup d'immigrés. Donc, si on veut faire en sorte d'assurer une priorité, donner du boulot à ceux qui sont là et qui resteront, il faut effectivement limiter les flux migratoires. Merci beaucoup. La gauche et la préférence immigrée chez Plomb, dans la collection Tribune Libre. Merci, à la semaine prochaine. Malek Boutier, on se retrouvera évidemment. C'est le 20h d'Alain Marchal.